Chers téléspectateurs, bienvenue dans PSGE Parlons Concret. PSGE Parlons Concret est une émission à caractère économique qui braque ses projecteurs sur le plan stratégique Gabon émergent. Le plan stratégique Gabon émergent est une émanation du projet de société du président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le plan stratégique Gabon émergent a pour ambition de conduire le Gabon à l'horizon 2025 vers une émergence totale. Une petite pause et on se retrouve juste après. Qui mieux que le coordonnateur général du plan stratégique Gabon émergent pour être le premier invité de notre premier numéro. Monsieur le coordonnateur général du plan stratégique Gabon émergent, peut-on savoir ce que la conception d'une telle émission qui a pour vocation de faire une large communication sur ce que vous entreprenez comme activité, qu'est-ce que ça peut bien vous inspirer? Je remercie tout d'abord Gabon Télévision de l'honneur qu'il m'offre de communiquer aujourd'hui sur les réalisations du plan stratégique Gabon émergent. Cette émission est un impératif démocratique de communication au public pour que davantage éclairer sur ce qui est fait sur le terrain pour que l'ensemble de la population, sinon les citoyens gabonais, puissent avoir une large connaissance dans la mise en œuvre des actions préconisées par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui en 2009 avait proposé aux Gabonais un projet de société dénommé l'Avenir en confiance, qu'on a traduit en action et en programme, qu'on appelle aujourd'hui Plan stratégique Gabon émergent. Je suis coordonnateur général du bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent. Depuis ma prise de fonction, je me suis mis au travail avec mes équipes pour pouvoir sillonner l'ensemble du territoire national et s'assurer de l'état d'avancement physique de ces projets contenus au titre du plan stratégique Gabon émergent. Et donc aujourd'hui, l'occasion nous est offerte naturellement au bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent pour pouvoir faire large écho pour que le citoyen gabonais s'en imprègne. Donc les chiffres que nous allons communiquer aujourd'hui, ce sont des chiffres officiels contenus dans le document dénommé Tableau de bord de l'économie gabonaise, sorti et édité par la Direction générale de l'économie, sous, n'est-ce pas, la tutelle du ministre de l'économie et de la promotion des investissements, et conforté aussi par les données de nos partenaires techniques et financiers qui sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui localement aussi participent à la production, n'est-ce pas, des données statistiques que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous vous proposons un support audiovisuel afin de vous imprégner dans l'univers de ce plan suffisamment ambitieux. Jusqu'en 2009, l'économie gabonaise reposait sur un modèle de rente. L'extraction et la vente du pétrole, du bois et du manganèse représentaient plus de la moitié des richesses produites dans le pays. Ce modèle créait peu d'emplois. Faute de débouchés dans le privé, le secteur public a tenu le rôle de premier employeur du pays. Sur les 3 décennies, la croissance du pays a été faible et chaotique parce que dépendante de la demande et des prix fixés à l'étranger. Depuis l'élection du président Ali Bongo Ondimba en 2009, le Gabon s'est engagé dans un plan de réforme structurelle de son modèle économique qui doit passer d'une logique de rente à une logique de transformation locale qui crée plus d'emplois pour les nationaux. Le plan stratégique Gabon émergent doit permettre ce changement de modèle. La mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent va connaître 3 grandes étapes. La première, de 2009 à 2016, visait à mettre en place les fondements indispensables à la transformation du modèle économique. La seconde étape, qui s'appuiera sur les acquis de la précédente, va voir une accélération de la croissance. Enfin, la dernière étape verra émerger une économie diversifiée, durable et inclusive. 4 constats peuvent déjà être tirés. Entre 2009 et 2015, la croissance gabonaise s'est accélérée. L'économie se diversifie. Des investissements sans précédent ont été réalisés pendant cette période pour renforcer les infrastructures. Enfin, des avancées sociales réelles sont constatées, bien qu'elles doivent être consolidées. Monsieur le coordonnateur général, à la lumière des informations que l'on vient d'obtenir à travers cette vidéo, vous confirmez bel et bien
que le modèle économique gabonais est en train de subir des transformations au point de vue même de ses fondements structurels? Je peux confirmer aujourd'hui que le modèle gabonais est dans sa phase de mutation parce que nous passons d'une économie de rente vers une économie diversifiée. Et cela s'illustre lorsque nous venons de suivre cette image qui vient de faire le panorama global de l'économie gabonaise. Vous avez vu qu'il y a eu plus ou moins trois séquences, et ces trois séquences ont montré plus ou moins l'évolution tendancielle, n'est-ce pas, de cette croissance. Et cette croissance, en 2009, par exemple, nous avions vu que le taux de croissance était de 1,3. Et aujourd'hui, en 2015, sinon fin 2014, nous avions eu un taux de croissance moyen de 5,9. Ce qui voudrait dire que quelque chose s'est fait. Donc c'est ce changement de paradigme d'une économie de rente basée essentiellement sur les matières premières, et les trois premières matières premières, comme nous pouvons le constater ici. On nous a parlé du pétrole, on nous a parlé du manganèse, et on nous a parlé de la coupe de bois qui, hier, tous ces éléments se faisaient à l'état brut. Mais depuis 2010, nous avions vu, si nous prenons le cas rien que de la coupe de bois, à une interdiction par les plus hautes autorités de pouvoir transformer localement, n'est-ce pas, le bois pour créer davantage de la richesse et que cette richesse puisse servir demain, n'est-ce pas, à un bien-être de l'ensemble des populations gabonaises. Donc, cela a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous passons d'une économie de rente vers une économie de production, mais avec un accent particulier dans la transformation locale de nos matières premières. Et vous avez vu aussi, et nous allons voir, que même au niveau du manganèse, depuis 51 ans, ce n'était pas possible. Mais à partir de cet instant, depuis juin dernier, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est allé inaugurer l'usine, n'est-ce pas, de transformation de manganèse pour que demain, nous puissions avoir du manganèse transformé en silicomanganèse et en manganèse métal. Ce qui n'était pas possible. Ce qui voudrait dire aujourd'hui, nous pouvons le confirmer, que le modèle gabonais est en marche. Et ce modèle est en marche, donc nous devions davantage accélérer la cadence pour aller vers cette diversification des sources de croissance de notre économie. Monsieur Monfombi, quand vous parlez de toutes ces transformations-là, peut-on savoir exactement dans quelle phase du plan stratégique Gabon émergent nous situons-nous précisément? Bien. Nous l'avions vu dans le film que le plan stratégique Gabon émergent en trois grandes phases. La première phase, c'est la phase que nous appelons dans notre jargon bâtir les facteurs clés de compétitivité de notre nouveau modèle économique. Et lorsqu'on parle de bâtir les facteurs clés de compétitivité de notre modèle économique, c'est-à-dire poser les fondements de l'économie. Et les fondements de l'économie, lorsqu'on examine ce plan stratégique Gabon émergent, nous avons 1. Le développement durable, 2. Le capital humain, 3. Nous avons les infrastructures et 4. Nous avons donc la gouvernance dans toute sa dimension. Donc de 2009 à 2016, nous sommes dans cette phase de bâtir les fondements de notre économie. Mais nous ne sommes pas seulement basés à faire les fondements de l'économie, mais nous avions parallèlement couplé avec la nécessité d'aller déjà vers la diversification de sources de croissance, donc d'aller déjà vers la transformation locale de nos matières premières. C'est ce qui a fait en sorte que si nous prenons par exemple le cas du bois, la création de la zone économique spéciale d'Uncock répond bien à cette préoccupation de voir qu'aujourd'hui, comment nous pourrions participer à cette transformation. Et lorsque nous examinons aussi par la suite dans l'industrie minière, à savoir le complexe métallurgique de Mwanda, qui vient ici pour répondre à la transformation locale du manganèse en silicomanganèse et en manganèse métal, s'inscrivent bien donc dans la mise en place des facteurs clés de compétitivité, mais couplés derrière avec un début, n'est-ce pas, d'accélération de notre diversification de l'économie. Pour rester concret, nous allons apprécier une vidéo qui nous présente de quelle manière le manganèse de notre pays est transformé. Depuis 1962, début de l'exploitation de la carrière de manganèse, on était dans un processus d'extraction. Aujourd'hui, avec le C2M, nous sommes dans un processus de transformation. Qui dit transformation, dit forcément apport de nouvelles technologies, dit forcément renforcement des capacités humaines. Et donc, pour montrer la valeur ajoutée du C2M, si on prend ces deux points en sachant que c'est toujours plus rentable pour une entreprise
quelle qu'elle soit, d'exporter un produit fini, avec le C2M, on peut réellement dire qu'un réel processus de transformation est enclenché et une valeur ajoutée certaine pour le Gabon. Pour faire un tel projet, il y a besoin de conditions. La première condition, c'est d'être capable de fournir l'énergie électrique qui est nécessaire pour une telle installation. Le C2M a besoin d'une puissance électrique de l'ordre de 70 MW, c'est beaucoup plus que tout le monde a. Et pour pouvoir mener un projet de cet ordre, il était nécessaire de pouvoir créer l'infrastructure en termes de production d'énergie électrique, ce qui était le cas avec le projet du Grand Poubara. Donc C2M est indissociable de ce projet Grand Poubara. L'unité du C2M, elle, aura créé un peu plus de 430 emplois, qui amène l'effectif global de Comilog à 2000 emplois, un peu plus de 2000 emplois directs. Et typiquement, on considère qu'il y a au moins autant d'emplois indirects. Il a fallu former les gens, il a fallu mettre en place une nouvelle technologie, de nouveaux métiers, et je pense que tout ça ne peut être que bénéfique pour l'entreprise et pour le Gabon. Peut-être à chaud revenir sur les retombées immédiates de cette usine de transformation du manganèse. Comme nous venons de le suivre dans cet élément, il y a deux choses qu'il faut retenir. La transformation du manganèse en silicomanganèse en manganèse métal a demandé premièrement une technologie nouvelle. Donc un investissement important pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre aux soucis de transformation de ce manganèse. Deuxième aspect important, c'est le renforcement de capacités en ressources humaines. Il nous faut des hommes et des femmes bien formés, capables de répondre aux enjeux économiques, à savoir aux nouveaux emplois, aux nouveaux défis qu'offre le complexe métallurgique de Moanda. Donc, à partir de cet instant, il y a eu un investissement important, et de cet investissement important, ça a créé des emplois, et tout à l'heure, que ce soit en termes d'emplois directs et indirects, c'est environ 900 Gabonais qui ont été purement recrutés et formés au nouveau métier de transformation de manganèse. Donc, c'est un apport significatif, mais nous pensons que nous sommes qu'à une première phase, donc au début du processus de diversification, au début du processus de transformation de notre manganèse. Donc, pour ce premier élément, nous pensons que les résultats sont très appréciables et que cette unité est une référence au niveau de la sous-région. Comment expliquer le hiatus, sinon le contraste qui existe entre ces chiffres que vous évoquez, que vous annoncez là, et la perception qu'ont les populations de manière immédiate dans leur vie en rapport justement avec ces investissements? C'est vrai que lorsque on regarde les données macroéconomiques qui viennent d'être présentées, on se dit oui, on parle de taux de croissance moyen de 5,9% sur la période, mais concrètement, comment cela se traduit pour le Gabonais lambda? Exactement. Et donc cette question vient à point nommé, mais ce que nous devons retenir déjà d'entrée de jeu, c'est que lorsque les besoins augmente ou la situation d'un individu s'améliore, les besoins augmentent en même temps. Je prends un exemple. Lorsque les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la République, Ali Bongo Ondimba, prend la décision en 2010 qu'aucun Gabonais ne peut être payé en dessous de 80 000 francs CFA et d'obtenir désormais un salaire de 150 000 francs CFA. Son corollaire, c'est que il y a eu une augmentation d'environ presque 100% parce qu'il parle de 80 000 à 150 000. Donc, il y a augmentation ou amélioration du niveau de vie, mais derrière, il y a eu augmentation parallèle des besoins. Donc, à partir de cet instant, les besoins resteront toujours illimités, les ressources seront toujours limitées. À partir de cet instant, il faut faire des choix. Donc, ce qui voudrait dire que c'est vrai qu'il n'y a pas encore une traduction réelle de ce taux de croissance dans le panier de la ménagère, mais il faudrait verser dans ce dossier 3 bémols. Les 3 bémols, prenons le cas ici, lorsque le gouvernement s'est engagé à faire l'audit des instances du Trésor. En faisant l'audit des instances du Trésor, cela a mené à regarder, qu'est-ce qui est réellement fait et livré par les entreprises en ce qui concerne des prestations ou des travaux, pour s'assurer qu'on doit payer la bonne dépense. Mais son corollaire,
c'est que ça a freiné l'activité économique. Donc, en freinant l'activité économique, tout de suite, on a enregistré, par exemple sur cette période, une baisse du taux de croissance. Et pourtant, on était dans l'ordre de 5,9%, mais en 2014-2015, on s'est retrouvé avec 4%. Donc, il y a 2 points de moins. Pourquoi? Parce que derrière, le circuit économique n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné parce que ça a permis, n'est-ce pas, de rattraper un certain nombre des errements qui ont fait en sorte que nous puissions aller vers cette audit des instances du Trésor. Deuxième élément que je peux verser, c'est l'augmentation de prix. Oui. Quand on augmente les prix, même si derrière il y a une amélioration du revenu, mais si les prix aussi augmentent dans le même sens, comprenez que l'effet recherché, l'impact recherché n'est pas visible. Parce qu'à partir de cet instant, si on prend l'augmentation des prix alimentaires, on prend l'augmentation du logement, du coût du logement, on prend l'augmentation parallèle maintenant du prix du carburant, à partir de cet instant, même la productivité en elle-même, malgré les efforts d'amélioration du niveau de revenus des Gabonais, il reste quand même que l'incidence n'est pas faite. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut alors maîtriser le coût de la vie. Il faut alors activer certains paramètres pour que non seulement nous cherchons à améliorer les conditions de vie des compatriotes, mais que le coût de la vie soit plus ou moins cher. S'il est moins cher, les effets induits, n'est-ce pas, de cette croissance se feront davantage sentir. Troisième élément qu'il faut verser dans ce dossier, c'est que l'ensemble de cette croissance a permis plus de faire des transferts sociaux. Les transferts sociaux pour les Gabonais économiquement faibles. Parce que là, nous sommes passés à un nombre de Gabonais économiquement faibles, il y a de cela moins de 5 ans, à un nombre inférieur. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement 500 000 Gabonais économiquement faibles. Mais cela a un coût. Hier, pour ce qui est des remboursements de soins médicaux, on était à 5 milliards. Aujourd'hui, on est à 12 milliards. Mais vous voyez que le financement entre 5 milliards et 12 milliards est venu de quelque part. Mais cela est venu de quelque part. Mais cela est venu grâce à cette croissance. Cette croissance qui a été tirée par le secteur hors pétrole. Parce que nous connaissons très bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'environnement international, le coût de matières premières, par exemple sur le pétrole, le coût de matières premières sur le manganèse, connaissent tous une baisse. Mais cette baisse, aujourd'hui, nous la supportons favorablement mieux que les autres États de la sous-région parce que tout simplement, on n'a pas attendu, on a essayé de se dire il fallait sortir de ce modèle rentier de l'économie pour aller vers une économie de diversification qui est assise naturellement sur notre stratégie nationale d'industrialisation. Donc, à partir de cet instant, nous pensons que des efforts sur la diversification de notre économie qui se sont matérialisés dans le cadrage macroéconomique avec ces indicateurs tels que le taux de croissance de 5,9 a eu des répercussions. C'est vrai, il y a eu des salaires qui ont évolué, mais comme derrière, il y a eu une augmentation de prix, c'est tout à fait normal que le Gabonais lambda se dise il ne sent pas naturellement les fruits, n'est-ce pas, de cette croissance. Que faire exactement pour que les populations puissent davantage apprécier les fruits de cette hausse du taux de croissance? Bien, pour que cette croissance profite à tous, et que nous appelons dans notre jargon la croissance inclusive, c'est-à-dire pour le bien-être de l'ensemble des populations, parce que lorsqu'on crée de la richesse, il faudrait bien que cette richesse profite à l'ensemble de la population, pour faire une bonne redistribution du fruit de cette croissance. Mais pour qu'elle serve et qu'elle aide davantage, il faudrait bien que nous-mêmes, ici, les plus hautes autorités, doivent tout faire pour que, le cadre de vie, il faudrait bien améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Lorsqu'on parle d'amélioration du cadre de vie de nos citoyens, c'est l'accès à l'eau, c'est l'accès à l'électricité, c'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès à la santé, c'est l'accès à la culture. Donc il faudrait bien que le taux de croissance qui est aujourd'hui un élément appréciable, pour qu'il soit profitable pour les populations, il faudrait bien améliorer le cadre de vie de ces populations-là. Et si nous arrivons à améliorer le cadre de vie de ces populations avec ces éléments que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il a l'accès à l'eau, quel que soit l'environnement où il se trouve, quel que soit le fin fond où il est aujourd'hui, dans les 9 départements, ou les 9 provinces autant pour moi, il faudrait bien qu'il ait l'eau. Il faudrait bien qu'il ait l'électricité. Il faudrait bien qu'il puisse être soigné. Il faudrait bien qu'il ait une éducation et une culture. C'est ça qui va faire en sorte que notre croissance soit inclusive, c'est qu'elle profite à tous. Mais pour qu'elle profite à tous,
il faudrait bien aller vers un autre élément important. C'est ici l'appel qu'il faut lancer au secteur privé. Parce que l'État ne peut plus. L'État ne peut plus. Il faut bien davantage aller, parce que nous allons vers cette diversification des sources d'économie, c'est parce que le secteur privé doit prendre un rôle central au niveau de notre économie de production. Et si l'État doit jouer un rôle régulateur, donc il faut que le secteur privé s'implique. Comment faire? Donc il faut davantage faire en sorte que, en termes de création d'emplois, parce que c'est ça, il faudrait bien qu'il y ait un emploi, c'est cet emploi qui lui donne un revenu et que ce revenu soit destiné à la consommation. Mais si aujourd'hui, dans la période, comme nous l'avions indiqué et nous l'avions observé dans les éléments qu'on a présentés tout à l'heure, qu'il y a eu une création d'emplois de moyenne, autant pour moi, de 12 000 emplois par an. Ce qui donne sur la période 60 000 emplois qui ont été créés. Mais lorsqu'on examine au détail la création d'emplois qui a été créée, vous voyez très bien que le secteur public a encore tiré la plus grosse part, environ 36 000. Et 24 000, c'est le secteur privé. Donc, mais cela s'explique. Cela s'explique parce que pour ce qui est du secteur public, c'est l'ensemble des actes administratifs de régularisation des situations administratives de l'ensemble des agents publics de l'État. C'était le cas en 2012 où on a pris à régulariser l'ensemble des situations des agents et certains glissements catégoriels qui ont conditionné qu'à ce niveau-là, nous puissions observer dans cette période 35 000 emplois. Mais pour ce qui est du secteur privé, les 24 000 emplois sont encore insuffisants. Nous pensons que nous devions accélérer la cadence, mais pour que cela se fasse, il faudrait améliorer l'environnement des affaires. Si cet environnement des affaires est créé, il faudrait maintenant susciter l'entrepreneuriat des jeunes Gabonais. Il faut que les jeunes Gabonais s'investissent et que nous puissions avoir demain des modèles dans le type des entreprises, mais avoir des modèles secteur d'activité par secteur d'activité pour que ces derniers créent désormais les emplois, parce que l'objectif dans le plan stratégique Gabon émergent et l'objectif des plus hautes autorités, à savoir le président de la République, chef de l'État, c'est de dire comment d'ici 2020, on peut créer 20 000 emplois par an. Mais ce gap doit être financé par le secteur privé. C'est-à-dire c'est le secteur privé qui doit s'impliquer pour créer davantage d'emplois. Et ces emplois vont faire en sorte que les effets de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent se traduisent en actions concrètes. Pour essayer de mieux apprécier une nouvelle fois l'évolution du taux de croissance des efforts consentis par le plan stratégique Gabon émergent, un élément que nous propose notre réalisation. La croissance moyenne sur la période 2010-2014 a été de près de 6%. C'est une croissance 5 fois plus importante que celle des 30 dernières années. Comparé aux autres pays pétroliers d'Afrique, le Gabon a connu la deuxième croissance la plus importante des revenus de ses habitants et la troisième croissance globale de l'économie. Les secteurs d'activité hors pétrole du Gabon ont connu une croissance plus importante que le secteur pétrolier. Cela indique que l'économie du pays se diversifie avec une contribution plus importante du secteur minier, de l'industrie du bois et des BTP. Parmi les pays pétroliers africains, le Gabon est la deuxième économie qui se diversifie et devient la moins dépendante au pétrole. Les investissements publics réalisés ces 5 dernières années dépassent le cumul des 2 précédentes vagues d'investissements réalisés au Gabon. La vague de l'émergence a permis de financer des routes, des écoles, des hôpitaux, des stades et de connecter entre elles les différentes parties du territoire national. Le niveau d'investissement réalisé au Gabon ces 5 dernières années est comparable à celui des pays asiatiques pendant leur phase d'émergence, proche de 30% du PIB. Ces investissements ont été réalisés en utilisant l'argent de la rente pétrolière pour la mettre au service du développement du pays. L'État a fortement investi dans le secteur social. Cela se reflète dans les indicateurs qui montrent que l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'éducation s'est amélioré durant cette période. Plusieurs indicateurs de santé se sont également améliorés. Résultat des efforts du gouvernement d'étendre la couverture maladie à l'ensemble des Gabonais. Ainsi,
Près de 500 000 Gabonais à revenus modérés bénéficient désormais de la gratuité des soins de santé. Le relèvement des salaires minimums passé de 80 000 francs CFA à 150 000 francs CFA a également eu un impact social important. Toutefois, le taux de pauvreté ainsi que le taux de chômage sont restés relativement stables sur la période. 60 000 emplois ont pourtant été créés depuis 2009, mais ces créations n'ont pas encore suffi à répondre aux demandes de tous les jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Conscient de cette situation, le gouvernement et le chef de l'État ont pris des mesures importantes pour apporter des solutions immédiates. Le pacte social ou encore le programme Graines vont dans ce sens. Maintenant que les fondements de l'émergence sont en place, la croissance va s'accélérer et créer plus d'opportunités d'emploi. Le gouvernement compte accompagner ce mouvement et s'assurer que la prochaine étape du plan stratégique Gabon émergent soit sous le signe de la croissance inclusive. L'enjeu va être de réduire la pauvreté, créer plus d'emplois et améliorer le cadre de vie des Gabonais et des Gabonaises. Nous allons marquer une petite pause pour revenir juste après ceci. Pour la deuxième partie de PSGE Parlons Concret, nous allons passer un débat. Et pour ce faire, nous allons recevoir M. Joël Célestin Mambundu Alevina. M. Joël Célestin Mambundu Alevina est membre actif de la société civile gabonaise. Il est un acteur de l'ONG Croissance Saine Environnement. M. Mambundu, soyez le bienvenu. Merci, M. Maniga. Bonsoir, M. Manfumbi. Bonsoir. M. Mambundu, je pense que vous avez assisté de bout en bout à la première partie de notre émission. C'est bien ça? Tout à fait. J'ai même pris quelques notes, d'ailleurs, au passage. C'est parfait. Comment vous avez trouvé l'intervention du coordonnateur général au sujet du plan stratégique Gabon émergent? Est-ce qu'il vous a convaincu? Si oui, à quel niveau? Du moins, la prestation du coordonnateur général était fort appréciable. Et il ne pourra en être autrement, puisque je sais qu'il fait partie des chantres de la conception de ce plan stratégique Gabon émergent. Et c'est une très bonne chose, justement, comme il a dit, qu'on soit arrivé à cet impératif des démocraties en termes de communication. Le seul regret que nous avons, nous, au niveau de la société civile, c'est que justement, c'est cette communication qui aurait dû être accompagnée depuis 6 ans déjà. Ça nous aurait permis de faire à mi-parcours au moins des petites évaluations, quitte des réformes à mettre en place, quitte des projets, des programmes à suivre. Et le premier élément d'ailleurs que je relève, c'est que lorsqu'il a parlé des coûts, nous nous rendons compte, puisque nous, au niveau de la société civile, Croissance Saine Environnement notamment, nous avons fait plusieurs études de cas qui ont montré que nous avons justement une faible maîtrise des coûts, que ce soit des coûts en termes de logement, les coûts en termes d'accès aux services sociaux. Lorsqu'il a parlé du problème au niveau des emplois, j'ai noté avec stupéfaction que nous aurions créé près de 70 000 emplois en 6 ans. Mais c'est phénoménal, c'est fort appréciable. Mais personne ne le sait. Donc, il y a un problème au niveau du suivi de la croissance. Mais tout de suite, moi, je vais revenir sur les coûts. Parce que le coordonnateur, à l'entendre, et il a bien parlé, et je crois que les populations l'ont bien suivi, mais on aimerait avoir davantage de précision. Lorsque vous prenez par exemple les produits de première nécessité, d'un quartier à un autre, les prix varient. Vous prenez les transports urbains, le taxi, il varie que vous fassiez 2 km, vous payez 300 francs CFA. Le coût avant était de 100 francs CFA. Que vous ayez du Carrefour Nzéayon jusqu'à, par exemple, au charbonnage, vous avez 200 à 300 francs à payer. Mais avant, ce n'était pas cela. Il n'y a pas une politique de contrôle. Qu'est-ce que le PSGE propose en termes de mécanisme de contrôle réel des coûts et de recouvrement aussi de ces coûts-là? Parce que c'est ça, il y a beaucoup d'insuffisances que nous constatons sur le terrain. Monsieur le coordonnateur. J'ai remarqué avec beaucoup d'attention que le compatriote de la société civile revient sur les coûts, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avions du mal à cerner et à mieux contrôler et maîtriser ces coûts. Mais une chose est sûre, c'est que le gouvernement de la République a initié un ensemble de réformes. Un ensemble de réformes à la direction générale de la concurrence et des prix. Pour pouvoir, en ce qui concerne les produits alimentaires, il y a une liste pour lutter contre la vie chère. Il y a une liste des produits de première nécessité dont les prix ont été bloqués pour contraindre, n'est-ce pas, à ces
donc à ses partenaires commerciaux à ce que les prix ne puissent pas connaître une augmentation malgré un ensemble d'éléments qui rentrent dans la fixation des prix comme ils l'ont indiqué lors des précédents travaux. Donc la Direction générale de la concurrence et des prix veille à ce que, à ce niveau-là, les prix soient fixes. Les prix soient fixes et stabilisés. Mais pour les maîtriser, comprenez bien que cette administration veut bien faire son travail et a besoin aussi d'un ensemble de moyens pour couvrir. Parce que aller en Zengayong, lorsque le réseau routier ne permet pas toujours à temps réel d'y être, lorsque l'équipement roulant ne permet pas, comprenez que cette direction générale ne puisse pas amener à mieux ces missions-là. Mais sauf que les actions ont été déjà entreprises par cette direction générale. D'où, au niveau du ministère de l'économie, il y a une commission technique chargée d'étudier et d'examiner la lutte contre la vie chère. Et cette commission examine non seulement les produits de première nécessité, mais veille aussi à ce que l'élément coût, parce que comme je vous l'indiquais tout à l'heure, que même s'il y a l'amélioration du revenu du citoyen, mais si le cadre de vie du citoyen n'est pas maîtrisé, comprenez que c'est un effort qui reste insignifiant parce que derrière, si les prix augmentent, une chose est sûre, le salaire supplémentaire sera affecté davantage au lieu que ça vienne davantage alourdir le panier de la ménagère, mais ça fait un transfert parce que de l'autre côté, avec la même quantité, on va payer 2 fois, 3 fois plus cher. Mais les plus hautes autorités, notamment le gouvernement de professeur Onaondo, a déjà pris les engagements en mettant en place cette commission au sein du ministère de l'économie aujourd'hui et que cette commission a déjà rendu ses conclusions. Et ils sont déjà dans la première phase. Si vous vous souvenez, chers compatriotes, vous aviez dû voir la descente musclée du ministre de l'économie pour s'assurer est-ce que ces prix sont effectivement respectés par les différents épiciers, par les différents commerçants. Je suis d'accord avec vous. Il y a pas à ce niveau, il n'y a pas de problème. Le seul problème que nous avons, c'est que ce n'est pas perceptible. Et lorsque vous avez une politique en matière de maîtrise de coûts qui ne fonctionne pas, mais ajoutez à cela l'inflation généralisée qui ne cesse de croître. Parce que si déjà au niveau des prix, il n'y a pas une politique de maîtrise des coûts, d'un quartier à un autre, les prix augmentent. Et d'une ville à l'autre, les prix augmentent. La ville de Port-Gentil est 2 fois plus chère que la nôtre, celle de Gamba, 3 à 4 fois plus chère. Alors, il ne faut pas avoir une politique, je veux dire, sectorielle ou segmentée par arrondissement pour essayer de juguler le problème. Monsieur le coordonnateur général. Et le PSG, justement, ne propose pas de solution qui, puisque vous avez parlé des fondamentaux, disons jusqu'en 2016, qu'est-ce que concrètement, pour revenir au thème de l'émission, PSGE, parlons concrètement, monsieur le coordinateur, qu'est-ce que le PSGE propose pour maîtriser l'inflation généralisée qui ne cesse de croître? Parce qu'elle peut nous amener vers un chaos puisque les réductions des inégalités sociales tant annoncées ne viendront déjà à cette question. Monsieur le coordonnateur, à vous la parole. Le PSGE s'articule autour des fondements. Et le dernier fondement que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la gouvernance. Et donc, c'est dans ce fondement gouvernance qu'un ensemble de réformes sont déjà initiées. Lesquelles, par exemple? La réforme sur ses coûts, avec la mise en place au niveau du ministère de l'économie de cette commission de lutte contre la vie chère. C'est cette commission de lutte contre la vie chère qui va examiner les conditionnalités pour que certains produits ne coûtent pas plus cher, quels que soient les quartiers. Normalement, il n'y a pas de raison que les prix varient selon les quartiers. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais si c'est le cas, ça voudrait dire que la Direction générale des prix et de la concurrence, par manque de moyens et de présence sur le terrain, devrait sanctionner efficacement ces différents partenaires commerciaux. Parce que le prix, il est unique, les prix sont fixés. Il n'y a pas de raison qu'à Montagne-Sainte, j'ai un prix de la bouteille de lait et que j'arrive en Zanyong, je puisse avoir un autre prix de la bouteille de lait. Mais ce que nous, au niveau du Bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent, nous impulsons et nous accélérons la mise en œuvre de ces réformes. Et ce que je suis en train de vous dire, j'en ai discuté largement
avec les collègues du ministère de l'économie, sur instruction du ministre de l'économie qui avait bien voulu mettre à disposition ces techniciens, notamment le directeur général de la concurrence et des prix, qui est venu nous expliquer quelles sont les mesures qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Mais le vrai problème, chers compatriotes, ce n'est pas que le gouvernement n'a pas pris des mesures, c'est que les mesures sont prises, mais il manque le niveau de communication sur ces mesures, parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Mais lorsque j'ai reçu ces collègues, ils m'ont expliqué l'ensemble des mesures qui sont mises en œuvre pour éviter que, les prix soient bloqués, c'est pareil pour le prix du pain, pareil sur le prix des ciments et bien d'autres. Mais malheureusement, par défaut de communication ou par communication insuffisante vers le grand public. Voici pourquoi je vous ai annoncé tout à l'heure que pour nous, c'était un impératif démocratique que ces débats se fassent. Parce Absolument. que nous voulons parler concret et nous voulons parler des choses qui se font et c'est ce qui est déjà fait au niveau du plan stratégique Gabon émergent. À vous, Monsieur Mambondou, je vais poser la question de savoir comment vous avez apprécié déjà à l'origine le projet du plan stratégique Gabon émergent, depuis sa naissance jusqu'à sa phase des premiers pas. Comment vous appréciez? Quel est le diagnostic, l'analyse que vous avez faite en tant qu'ONG, organisation non gouvernementale? Déjà, nous avons été, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons été associés, disons, à l'ébauche du cadre logique, puisque les travaux se faisaient à l'interministériel à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Je pense que nous avons été fortement associés, impliqués dans la conception. Et la seule chose, en fait, que nous regrettons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment, de prise en compte réellement de la société civile en termes d'expertise sectorielle pour accompagner justement la mise en œuvre ou pour accompagner le suivi et évaluation. Aujourd'hui, nous, sur la base des travaux que nous avons faits, nous avons proposé depuis 2010, par exemple, lorsque M. Paul Biya était Premier ministre à l'époque, nous avons proposé justement un cadre de concertation qui ferait que le gouvernement, les ministres sectoriels s'appuient sur la société civile pour faire le suivi et évaluation d'un certain nombre de projets. L'ensemble de ces éléments permettrait, aux organisations de la société civile de développer une expertise pour être de plus en plus professionnelle dans les secteurs, pour être des véritables accompagnateurs et acteurs du développement. Parce qu'une ONG ne doit pas seulement être prise, comme c'est le cas depuis près de 15 ans dans ce pays, comme des caisses de résonance. Non. Une ONG, c'est un acteur de développement. Qui dit acteur, dit accès à l'information dont l'administration détient, accès aux méthodes de règlement de conflits, etc. Après ce diagnostic, quel est l'appel que vous pouvez lancer directement au coordonnateur? Que cette communication soit plus directe et que des conventions soient signées entre les organisations de la société civile, les partenaires, les administrations publiques et le secteur privé. Et je me réjouis d'ailleurs que le coordonnateur ait mentionné le secteur privé, parce que voilà un secteur qui est souvent oublié dans le cadre des stratégies. Aujourd'hui, le secteur privé a des connaissances pointilleuses en termes des métiers, comme des métiers innovateurs, comme dans le reportage que nous avons suivi sur le manganèse, par exemple. Et ça, c'est très important. Il faut donc ouvrir le PSGE aux experts du secteur privé, aux experts de la société civile, non pas seulement en termes de définition des stratégies, mais même de mise en œuvre et surtout d'évaluation et de contrôle. Parce que vous ne pouvez pas être jugé parti, il faut bien qu'il y ait des instances qui soient expertes pour vous accompagner. Monsieur le coordonnateur général, concrètement, êtes-vous prêt à tendre la main à la société civile? Sans embâge, si nous nous retrouvons là, c'est que nous sommes déjà prêts. Sinon, je ne vois pas pourquoi je serais en train d'échanger et de discuter avec lui sur la question de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Mais comme je l'indique et je le dis souvent, le plan stratégique Gabon émergent, c'est ce plan de développement économique et social de notre pays. Et donc, ce plan de développement économique et social de notre pays doit être partagé par l'ensemble des compatriotes. Et il doit s'approprier cette vision de développement économique et social. Et donc, à partir de cet instant, toutes les composantes de la société sont interpellées aujourd'hui. Nous lançons un appel pour dire, oui, certainement, qu'on ne les a pas associés d'entrée de jeu, parce que lorsqu'on mène encore la réflexion, on se dit, il faudrait bien que le fruit soit mûr et que je le dépose à table et que nous dégustons ensemble. Maintenant, nous pensons que la première phase de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, qui consiste à mettre en place les fondements, est en cours d'achèvement. Nous pensons qu'on peut ouvrir aujourd'hui avec le secteur
privé et naturellement la société civile, d'où nous pensons que dans l'architecture et l'organisation du bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent, il est prévu de mettre en place les plans de développement locaux. C'est là où la société civile doit intervenir. Parce que la mise en œuvre de ces plans de développement locaux intéresse une participation au plus bas niveau de l'ensemble de la société. Pour, n'est-ce pas, capter quels sont les besoins de cette société et comment nous devions les traduire. Et derrière, mettre en place ce mécanisme de suivi et évaluation. Parce qu'une chose est de mettre en œuvre un programme ou un projet, mais deux, c'est de s'assurer, est-ce que le programme qu'on est en train d'exécuter est en droite ligne avec les objectifs attendus. Donc, pour cela, nous pensons qu'aujourd'hui, le moment et l'occasion est donnée que nous puissions davantage travailler avec la société civile et depuis ma prise de fonction au niveau du bureau de coordination, je me suis permis d'aller vers, n'est-ce pas, le secteur privé pour dire la mise en œuvre de ce plan stratégique Gabon émergent ne se fera pas sans une forte implication du secteur privé. Et là, je suis en train de dire que non seulement il faut une forte implication du secteur privé, mais il faut également une forte implication de la société civile. Parce que nous parlons du développement et du devenir de notre pays, du devenir de notre Gabon. Et c'est ce que les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la République, Ali Bongo Ondimba, propose. Il propose une vision de développement économique et social qui nous demande de changer de paradigme, de changer de logiciel mental, parce que le développement, il est d'abord mental, et s'il est mental, ça voudrait dire que nous invitons tous à faire un saut qualitatif pour que le plan stratégique Gabon émergent soit plus ou moins l'affaire de tout le monde. Il partage une vision qu'il a proposée aux Gabonais. Il veut que cette vision, au plus bas de l'échelle, soit, n'est-ce pas, l'élément qui devrait permettre demain aux Gabonais d'assurer ou de vivre ou de réaliser un mieux-être. Question ouverte. Le PSGE a aujourd'hui 6 ans. À votre avis, quels sont les facteurs bloquants que vous avez pu identifier qui constituent justement un frein au déploiement de ce plan stratégique? Les facteurs bloquants que nous avions identifiés dans cette mise en œuvre, c'est tous les facteurs que connaît lorsque vous lancez le changement. La conduite du changement dans tout pays est un problème. Un problème parce que les gens ou les personnes ou les compatriotes ont acquis des manières et des habitudes. Donc, lorsque vous proposez une solution innovante, la solution innovante présente pour certains une grosse peur. Une grosse peur parce qu'ils se disent qu'ils ne savent pas où ils vont avec cette réforme. Et ils regardent ce qu'ils ont en termes d'acquis. Et donc, ils se disent, si nous allons vers cette réforme, nous allons perdre des acquis. Et comme beaucoup n'aiment pas perdre les acquis et les avantages, il constitue donc un élément de blocage. Mais aujourd'hui, il devient irréversible d'aller vers ce changement de modèle, parce que nous venons de voir dans les images, dans les publics reportages qui ont été présentés, que le modèle économique basé sur la rente pétrolière ne tient plus aujourd'hui. Il est à bout de souffle. Et s'il est à bout de souffle, nous devions donc épouser un autre modèle économique. Et c'est ce modèle économique qui est représenté ici par le plan stratégique Gabon émergent. Et donc c'est ce nouveau modèle que nous devions ensemble partager et nous approprier, que la transformation locale de nos matières premières est l'une des conditions sine qua non si nous voulons espérer tous à un mieux-être. Et le mieux-être, c'est l'accès à l'eau, c'est l'accès à l'hôpital, c'est l'accès à la santé, c'est l'accès à l'électricité. En gros, c'est améliorer le cadre de vie des compatriotes. Mais quel cadre de vie des compatriotes pourrons-nous améliorer si nous n'acceptons pas de faire ce saut qualitatif? C'est vrai qu'au passage, on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Il faudrait pire qu'on l'accepte. Et donc, c'est l'invite que nous lançons aujourd'hui, d'accepter le changement. Mais un changement qui nous amène vers
un progrès. C'est ce qu'il faut accepter aujourd'hui. Donc c'est un mouvement qui fait déplacer les lignes. Mais si un mouvement qui fait déplacer les lignes nous amène vers le progrès, vers les innovations, vers un développement, mais un développement inclusif, un développement qui va profiter à l'ensemble des compatriotes, nous pensons qu'il n'y a pas lieu de s'opposer. Mais le président de la République qui a eu la bonne vision de proposer ce modèle ne s'est pas trompé. Donc nous devions le suivre. Un modèle réalisable à l'horizon 2025. Il est réalisable à l'horizon 2025 parce que le plan de développement est un plan. Il ne faudrait pas que les gens confondent. Parce que beaucoup disent, mais le plan stratégique Gabon émergent, on ne voit rien. Mais un plan de développement ne s'exécute pas en un septennat. Le développement est un processus. Donc si c'est un processus, donc il y a des étapes. Donc respectons les étapes de développement. Ne brûlons pas les étapes de développement. Comment voudriez-vous qu'à ce jour, nous sommes en train de bâtir les facteurs clés de compétitivité d'une économie et que demain on puisse faire immédiatement une prospérité partagée pour tous? Mais pour faire cette prospérité partagée pour tous, il nous faut naturellement créer de la richesse. Mais si cette richesse n'est pas créée, il faut naturellement aussi derrière bâtir les facteurs clés de compétitivité. Donc ce processus nous amène à respecter les étapes du développement. Et donc ces étapes du développement, c'est long. Ce n'est pas en un septennat, c'est peut-être en 2 septennats parce qu'il l'a bien dit, c'est le Gabon émergent à l'horizon 2025. Donc on a un horizon, c'est en 2025. Monsieur Mambundu. Moi, je perçois cet horizon depuis l'étude sur la réflexion stratégique Gabon 2025 qui a été menée en 1996. Donc, il y a des scénarios qui ont été prévus. Et justement, parmi ces scénarios, l'un de ces scénarios, si vous voulez, l'un des éléments bloquants est la faiblesse liée au transfert de compétences liées à la loi sur la décentralisation. Le coordinateur a parlé des plans de développement locaux. Mais à quoi vont-ils se heurter aujourd'hui, ces plans de développement locaux? D'abord, il faudra ramener toutes les personnes qui vivent dans les provinces et qui viennent chercher le bonheur à Libreville ou dans les capitales, qui produisent de la croissance, les ramener vers leur village. C'est le premier gros facteur bloquant. Le deuxième, c'est que les maires ou les gouverneurs aujourd'hui n'ont pas réellement de compétences en termes de puissance publique, ni compétences administratives, financières, encore moins institutionnelles. Décentraliser institutionnellement serait peut-être un risque, mais il faudrait leur conférer de véritables compétences. Puisque lorsque l'on regarde la Constitution, l'article 112 notamment, demande à ce que les collectivités locales soient des partenaires du développement local. Mais comment le peuvent-elles si tout est géré au niveau de la centrale à Libreville? Donc, il a parlé tout à l'heure moi j'appellerais ça un tsunami mental. C'est un tsunami en termes de comportement. Mais ce tsunami-là doit toucher autant les administrateurs publics, privés, que de la société civile. Parce que nous ne pouvons pas aller sur le terrain, être le relais, à expliquer des choses aux populations et que nous-mêmes nous fassions le contraire de ce que nous allons leur dire. Il faut être en phase. Il y a un fossé énorme entre le discours, le merveilleux discours que le coordonnateur vient de nous donner. J'ai l'impression d'assister à un prêcha à l'église, mais il connaît très bien sa matière. Le problème, c'est que le résultat, est-ce que le résultat suit? Pour être concret, est-ce que le résultat suit? En 6 ans d'exécution, qu'est-ce que vous avez remarqué? Il y a des réformes qui sont faites, il y a des réformes qui sont poussées, il y a des études qui sont menées, mais nous pensons qu'il faut aller au-delà. Par exemple, multiplier les enquêtes sur la satisfaction. Il faut qu'on puisse aller demander aux populations, est-ce qu'elles sont satisfaites des biens, des services qui sont produits pour leur avantage? Sinon, quels sont les mécanismes qu'elles proposent? Il a parlé de gouvernance. Aucun développement local ne peut se faire si la gouvernance n'est pas acquise. La gouvernance, c'est donner véritablement le pouvoir à la base et non pas seulement aux institutions. D'accord? Mais cela, il faudra des garanties constitutionnelles aussi. Et là, il y a un énorme travail qui doit être fait. L'accès à l'information, l'accès à la justice, la participation du public en matière de décision environnementale, sociale ou économique, cela doit se traduire par des faits et par des actes. Et là, au niveau du PSGE, il y a encore énormément de manquants à ce niveau-là. Et nous, société civile, nous sommes prêts à leur apporter les résultats de toutes les études que nous avons menées. Et c'est d'ailleurs sur la base de l'une d'entre elles
que le ministre de l'économie, que je tiens à remercier ici, solennellement, a dû nous inviter à New York défendre cette étude que le gouvernement a reconnue comme pertinente. Et cette étude, aujourd'hui, est dans le réseau mondial cité en exemple. Voilà un exemple. Est-ce que vous en avez fait une copie au bureau de coordination du plan stratégique? Pas encore. Certainement qu'après cette émission, nous allons avoir un peu d'échanges plus concrets avec le bureau de la coordination du PSGE. Merci d'avoir représenté la société civile et d'avoir apporté votre contribution ainsi à la pierre, à l'édifice que compte bâtir le programme, le plan stratégique Gabon émergent. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir assisté avec autant d'attention à ce premier numéro de PSGE Parlons Concret. À bientôt et au revoir.